Salut à tous, suite de cette série avec Gazprom sur Pro Cycling Manager. Et écoutez, l'actualité n'étant pas forcément très très rigolote, je me dois un petit commentaire. Il n'y a pas de raison pour moi d'arrêter quelque chose qui a commencé en juin dernier, parce que la politique et le sport ne sont pas deux choses que j'ai envie de mélanger. Je n'ai pas à parler de politique sur cette chaîne, elle n'a pas vocation à faire ça. Par contre, le sport, oui, avec un team Jumbo-Visma exceptionnel en ce début de saison. On a notamment vu l'apport de certaines recrues comme Benoît sur le Omloop, ou bien même Laporte, qu'on a vu assez étincelant. Et puis sinon, pour moi, le fait de ce début de saison, c'est très outre Wout van Aert et sa forme exceptionnelle, c'était les Strade Bianche, avec cette chute assez impressionnante, mais surtout un énorme numéro de l'homme, du surhomme même d'ailleurs, du moment, Tadej Pogačar. Ça fait 2 ans que ça dure, en tout cas presque. Et oui, il y a vraiment un cyclisme avec Pogačar, Van Aert, on peut probablement dire Van der Poel ou Pidcock dans un très grand jour, voire Alaphilippe. Et puis il y a les autres, voilà, même si Roglic est très méritant et à son niveau, franchement, fait de belles choses. Je vous proposais ici, donc, les étapes 5 à 12, le cœur de ce Giro avec Gazprom. Donc, ça avait commencé de manière assez intense, puisque le plateau de sprinter est assez relevé sur ce Giro-là qu'on joue. C'est le Giro de Léon 40. Bauhaus, on l'a aperçu à l'étape 1, avant que Caleb Ewan ne prenne le meilleur sur Tim Merlier. Et puis on avait eu comme ça ce contre-la-montre par équipe qui avait été plutôt couronné de succès pour nous, puisque une 3e place, c'est quand même extrêmement bon. Et puis, grosse surprise avant de vous quitter sur l'étape 4, puisque Higuita l'avait emporté d'assez jolie manière. Et puis tous les Jumbo-Visma s'étaient écroulés. C'est ça qui était assez étonnant. Nous, on est placé de ce fait au général, avec des coureurs très très forts comme Buchmann, même Bilbao. Enfin voilà, on a de très bons coureurs qui sont assez loin et qui ont pris finalement un éclat, soit via le contre-la-montre ou via l'étape 4, qui avait été déjà déterminante, semble-t-il. Et voilà, ça avait engendré cette petite question que j'avais posée en conclusion de l'épisode précédent. Ce Giro est-il mort, ou y a-t-il encore beaucoup à voir ? En fait, il y a encore beaucoup à voir. Il y a encore pas mal de choses à faire. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc, ça démarre avec une étape 5 dont les difficultés sont concentrées dans le premier tiers de l'étape. Très très joli, hein. Vraiment le tracé de ce Giro, je le dirai jamais assez, est vraiment somptueux. C'est du travail d'orfèvre de la part du créateur, de la part de Léon 40. Et à quoi peut-on s'attendre, tiens, sur ce type d'étape ? Moi, je ne suis pas passé tellement à l'offensive dans ce début de Giro. On a fait un petit peu ce qu'on pouvait. De toute façon, les profils d'étape n'étaient pas forcément pour nous. Et dans ces ascensions-là, je ne me sens pas forcément, vu le profil des 2 tiers restants de l'étape, d'envoyer nécessairement quelqu'un à l'avant. J'attends un petit peu que les formes du jour soient bonnes pour jouer quelques coups de manière assez ciblée. Il faudra qu'on essaye de trouver notre homme chargé d'aller en échapper, d'aller peut-être glaner des points pour le maillot de la montagne, pour le maillot Azzurro. Mais c'est pas encore fait à ce moment-là. Toujours, de toute façon, cette étape est promise à une lutte entre sprinters, hein, et nous, on s'occupe juste d'être présents dans le final pour se placer et ne subir aucun écart. Je n'ai pas de vrai sprinter dans l'équipe. Bon, il faut dire qu'on est sur un budget qui est ce qu'il est, hein, et puis tant mieux. On est assez limité quelque part.
On a un très bon sprinter, Pechek, dans l'équipe, mais ce sprinter, évidemment, sera utilisé sur le Tour de France. Alors donc, ici, je tente avec Mikheyev. C'est mon petit jeune sorti de Gazprom U23, là, dans cette troisième année. Donc, on l'avait, je sais pas comment on pourrait dire ça, post-formé en 2022. Et puis là, en 2023, on lui a fait signer un contrat. C'est pas mal du tout, mais après, face à Ballerini, face à Tim Merlier, voilà, il n'y a même pas photo. Caleb Ewan également. Donc, on fait ce qu'on peut. C'est pas du tout grave. Au contraire. Tiens, c'était Gerben Tyson, d'ailleurs. Si c'était même pas Caleb Ewan pour la Lotto Soudal, qui avait pris une place sur le podium de l'étape 5. Higuita, donc, conserve son avance sur Galkuk et sur Attila Valter. Donc Attila Valter, ma grosse prise de l'été précédent. Hein, j'ai beaucoup misé sur ce coureur-là, en me disant déjà qu'il y avait une forme d'affinité ethnique vis-à-vis du sponsor. Donc ça, c'était plus le côté cohérence, je dirais. Il y avait aussi une forme de cohérence sportive dans la mesure où Attila Valter semblait relativement bouché du côté de la Groupama FDJ, surtout avec le recrutement de Miguel Angel Lopez, puisque là dans la partie, Lopez est un Groupama FDJ. Thibaut Pinot et David Gaudu seront vraisemblablement alignés sur le Tour de France. Là on a droit à Lopez sur le Giro. Donc c'était pas mal de prendre une autre orientation pour Valter, et puis l'occasion fait le larron, puisque moi je trouvais ça très intéressant d'en faire le leader de mon équipe. Alors il sera présent également sur le Tour de France, mais il sera présent davantage en chasseur d'étape, parce que je ne peux absolument pas, avec le système de planification actuel, je ne peux absolument pas obtenir de pic de forme sur le Giro, comme c'est le cas là pour Valter à partir de l'étape, je crois, 5 ou quelque chose comme ça. On va le vérifier juste après sur l'écran de présentation de l'étape prochaine, mais le pic a été volontairement un peu retardé, parce que je veux être certain de terminer ce Giro, puisqu'il y a un contre-la-montre intéressant à l'avant-dernière étape. Je veux être certain de le terminer avec un pic de forme pour Valter, donc pas de risque, on préfère à la limite sacrifier un petit peu le début de Giro, mais certainement pas la fin, puisque tout devrait se jouer probablement à ce moment-là. Et impossible avec le resserrement dû aux Jeux Olympiques qui a impacté le calendrier, là encore sur PCM 21. Resserrement d'une semaine supplémentaire entre Giro et Tour de France, ça c'est une vraie problématique. Je n'ai pas eu envie de décaler, on laisse faire. PCM 2022 nous modifiera tout ça, et puis on aura de nouveau une semaine supplémentaire entre le Giro et le Tour de France, et c'est probablement tant mieux. Après, est-ce que ça permettra de nouveau d'ajuster des pics sur l'un et l'autre ? Je ne sais pas si c'est forcément souhaitable, puisque de toute façon, alors qu'on voit Valter tenter sa chance ici en cette fin d'étape 6, c'est pas évident, surtout que derrière, ça roule relativement bien. C'est pas garanti, parce que de toute façon, est-ce que c'est bien souhaitable d'avoir un pic sur l'un et l'autre ? Non, parce que dans la réalité, vous voyez bien qu'un coureur qui fait l'un ne peut pas être à fond sur l'autre. Bien souvent dans le sens, le mec est à fond sur le Giro, est très très bien préparé, et puis de manière irrémédiable, alors qu'on va avoir un sprint ici, sprint en petit comité remporté par Higuita, donc suite à un très gros durcissement en fin d'étape que j'ai participé à provoquer. Mais c'est Higuita qui ramasse, Higuita exceptionnel. Donc oui, voilà, la majeure partie du temps, le type est en grande forme sur le Giro et éventuellement s'aligne sur le Tour de France, mais de manière un petit peu moins ambitieuse, pour le général en tout cas. Donc c'est tout à fait le type de saison que j'ai planifié pour Attila Valter. On voit qu'ici, donc Higuita confirme son début de Giro étincelant.
en bon puncher grimpeur qu'il est, il va comme ça prendre cette arrivée-là devant Gorka, Izagirre et puis Walter, Fabro, Bilbao n'auront rien pu faire réellement. Au général, donc, Higuita augmente son avance, toujours IF1 là qui a le dessus sur le général. On aborde ici une étape. Alors, il ne faut pas se fier tellement aux petits dessins de pavés là en vert là. Montagne, pavé, ouais. On va dire que le petit secteur pavé qui va exister à un moment donné est totalement insignifiant. C'est une traversée de village. Donc c'est pas quelque chose qu'on va prendre en compte. C'est plutôt une étape de montagne du type de celle qu'on peut parfois trouver par exemple sur un Tour de Suisse, en plus long bien sûr. Ici, avec de jolies ascensions, mais suffisamment loin de l'arrivée pour qu'un sprinter puisse éventuellement envisager de s'y imposer, et surtout un sprinter costaud. Alors par contre, on a toujours de jolies images quand on a comme ça les traversées de brouillard. On a également un environnement qui est plutôt bien pensé par le créateur de ce Giro. Je trouve ça toujours très joliment fait. Costin lance un petit peu les hostilités, voilà, dans cette fin de deuxième ascension du jour. J'ai quand même envie de secouer le cocotier à un moment donné, vous vous en doutez, mais j'attends juste d'avoir une opportunité qui soit pas suicidaire, parce qu'on a des vrais soutiens en fait dans cette équipe telle qu'elle a été constituée. Walter est secondé par le Slovène Galkuk, bien sûr, et puis après c'est vrai que ce soit Novikov, que ce soit Mikheyev, que ce soit même Tiberi dans un bon jour, ou le dénommé Marchenko ou Costin même, ils peuvent tous à un moment donné aider à durcir la course, comme je suis en train d'essayer de le faire un petit peu ici dans l'ascension du Monte Baldo. Et évidemment on a le Joker Rodionov, et ça c'est quelque chose qu'on peut utiliser. Alors vous voyez quand même, à force de travailler, on a éparpillé le peloton façon puzzle, et il y a comme ça voilà, de belles possibilités. Ouais, Kuk est en blanc, hein, puisque il se retrouve quand même avec un maillot distinctif. Voilà, Kuk, Rodionov, Walter. À ce moment-là, je garde Mikheyev, mais je me doute bien que c'est délicat. Regardez, voilà. Pourquoi Mikheyev, je le conserve un peu, c'est parce que je me dis, Mikheyev peut-être être ce sprinter. Il est forcément un sprinter de deuxième zone, hein, ou de troisième zone, mais sur ce Giro, mais on ne sait jamais. Il peut encore prendre le meilleur à l'arrivée. Il y a encore de quoi récupérer de l'énergie. Il peut prendre le meilleur sur un groupe qui n'est pas vraiment constitué par des sprinters. Le malheur, c'est qu'on ne va pas avoir réussi à éliminer tous les sprinters dont on aurait aimé se débarrasser. Et je pense, on va voir qu'il y a quelques petits candidats intéressants. Alors du coup, je tente autre chose, un départ de Rodionov. Il y a notamment Matteo Trentin que je crains beaucoup dans ce groupe. Les IF1 ont un petit peu le cul entre deux chaises, si vous me passez l'expression, parce que à la fois Rodionov ne représente pas le moindre danger au général pour Higuita, et à la fois ils sont assez fatigués, parce que je pense qu'on les a assez essorés dans la grosse ascension précédente, et il faudra plutôt un travail de Thomas de Gent qu'on aperçoit, voilà, qui a bien contribué, plutôt la contribution de Gent pour arriver à nous faire du mal. Voilà, regardez, hop, petit secteur pavé, je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ceci, mais en tout cas il y avait du pavé vert, et c'est évidemment Matteo Trentin qui vient comme ça s'imposer. On n'était pas loin du coup parfait pour le jeune Mikheyev. Ça m'aurait fait plaisir de pouvoir la prendre celle-là, et en même temps rien de plus logique qu'une victoire de Trentin, dans la mesure où si Mikheyev passe, Trentin doit passer, donc c'est parfait. Très belle victoire ici. Nous n'avons toujours aucune victoire au compteur au bout de 7 étapes sur ce Giro. C'est une très bonne chose. Prouve bien que ça n'est pas évident non plus d'arriver
à prendre des étapes, et ni même d'ailleurs à se rapprocher d'Higuita, hein, dont on commence à se demander jusqu'à quand est-ce qu'il va comme ça dominer le général de ce Giro. Et oui, mais là, enchaînement Gavia-Stelvio dans l'étape 8. Alors là, on est sur des monuments du cyclisme italien, hein, le Passo Gavia et le Stelvio, franchement, sont des cols, des cols, oui, on peut dire ça, extrêmement redoutables. Et donc là, un très très bel enchaînement est proposé dans cette jolie étape. Allez, c'est parti. On va essayer d'envoyer notre petit trublion national, Rodionov. Donc Rodionov, c'est ce coureur qu'on a également sorti de U23. Et apparemment, IF1 apporte sa bénédiction à l'échappée. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Voyons un peu les compagnons d'aventure de Rodionov. Il n'y a pas un pédigré exceptionnel parmi les coureurs présents, ce qui laisse éventuellement à Rodionov l'espoir, alors que l'on voit que quand même l'écart a du mal à se constituer quand même, hein, il n'y a que 2 minutes, ça veut dire que le peloton ne laisse pas réellement filer. Après on ne sait jamais, peut-être ça va exploser, mais voilà. Thomas de Gent est présent, attention à Nietzsche, attention peut-être à Bruno Armirail, sait-on jamais. Il y a comme ça quelques hommes qui peuvent s'avérer assez redoutables dans l'échappée. Mais Rodionov l'avait montré sur le Paris-Nice que j'avais proposé il y a quelques semaines. Rodionov n'est pas seulement une deuxième ou une troisième option en fait. C'est un coureur qui peut être amené à devenir excessivement fort dans cette partie. Et mine de rien, lorsqu'il a une très bonne forme du jour, et c'est le cas là avec un +3, Rodionov c'est du très très solide. On voit qu'il y a pas mal de chutes, et notamment la chute de Higuita à l'arrière. Ça, attention, nouvelle très très importante que la chute de Higuita. Vous voyez, j'ai du mal à le trouver. Il fallait cliquer dessus tout de suite dès qu'on voyait l'annonce de chute. Il est relégué dans un groupe derrière le peloton. Oh là là, ça chute encore à droite à gauche, ce qui fait qu'Higuita slalom un petit peu entre les victimes. Voilà, hop, là encore. Et devrait arriver à recoller. Donc, une descente vraiment qui fait des dégâts absolus. Higuita va faire l'effort ici. Et là, c'est un scénario qui est toujours un petit peu difficile pour le coureur. Tout Higuita soit-il, avec son joli maillot rose, il se retrouve tout seul, mine de rien. Et ça, c'est jamais bon. Alors moi, je ne roule pas, hein, évidemment. Il est hors de question de faire preuve de couardise, de félonie sur cette situation-là. Non, je ne roulerai pas. On va laisser Higuita revenir. Si on bat Higuita, ça doit être à la loyale, ça doit pas être sur un coup comme ça de Trafalgar. Hein. Donc on a laissé revenir. Après peut-être qu'il aura été impacté, et ça je ne le maîtrise pas. Je suis pour rien. Rodionov évidemment a subi la loi des échappées là et de PCM, ce qui l'empêche de pouvoir concourir à la prise des points pour le maillot azzurro sur le sommet qui précède le Gavia. Mais allez, l'espoir fait vivre. On est capable de revenir, il suffit juste de rester à notre rythme. Derrière, IF1 Control, vous voyez, l'écart est quand même assez énorme vis-à-vis de la tête de course. Après, rien n'est fait pour la victoire d'étape. Hein. Il y a 7 minutes, c'est que dalle. En 2 ascensions, il y a largement le temps de les reprendre et bien plus que ça. Rodionov, dans son petit effort solitaire ici, est en train de se rapprocher, on l'aperçoit là-haut. Il n'est plus qu'à une grosse minute des hommes de tête qu'il avait abandonnés pendant que je regardais un peu ce qui se passait à l'arrière. J'avais pas pu réagir à leurs attaques, pour vous dire. J'étais pas réellement focus là-dessus. IF1 Control, toujours, tranquille. Le petit groupe de coureurs au maillot rose, là. Et nous, on s'accroche. On a repris De Gent. On a Armirail qui s'accroche, et devant c'est Nietzsche et le portugais Guerreiro qui devrait aller valider comme ça les points, les 32 points et 30 points. Rodionov, heureusement, j'arrive à le faire
prendre les points de la 3e place, mais il y a un vrai écart. Il y en a un qui est sorti du peloton, du coup, entre-temps. C'est Tvetkov, l'actuel porteur du maillot Azzurro. Voilà. Il y a possibilité de revenir sur l'avant. Il y a également possibilité de servir de point d'appui à une offensive de l'équipe. Alors qu'on voit que Rodionov, muni du soutien de Thomas de Gent et Bruno Armirail, a repris les 2 hommes de tête. Donc une excellente nouvelle. Et là, je décide de me lancer dans le Stelvio. Je décide de me lancer à l'offensive. Bon, après, modestement, hein. On va demander d'abord à Costin de durcir. Ensuite, ce sera Tiberi, etc., etc. Pendant ce temps-là, Rodionov est seulement chargé de suivre le groupe à l'avant. Il n'y a plus que 3 minutes 30 à ce stade-là. Ça va même être plus que suivre à l'avant. Ça va être attendre ses leaders, Kuk et Walter. On a Novikov et Tiberi qui ont donné tout ce qu'ils étaient capables de donner à ce stade-là. Kuk va se caler dans la roue de Rodionov. Et c'est parti pour une petite séquence Rodionov. Allez, il reste encore 6, puis maintenant 3 km. On a éliminé pas mal de monde. Il y a des gens qui souffrent dans ce peloton maillot rose. Et on apercevra notamment que Higuita est en fin de groupe. Attention, a-t-il décroché au moment où Rodionov a tout donné et où Galkuk passe à l'accélération? Vous voyez, on a moyen vraiment de boucher d'énormes écarts lorsque les équipiers ou même certains lieutenants commencent à rouler très très fort. C'est toujours une option tactique intéressante que de pouvoir comme ça durcir pour ensuite faire décrocher quelqu'un et pouvoir avoir ainsi le renfort d'un homme frais en plus du lieutenant et du leader. Évidemment, je garde soigneusement l'énergie de Walter en réserve. Guerrero a bien résisté, hein. Il aurait vraiment été l'homme du jour, ce Guerrero, hein, parce que résisté à toutes les ascensions, il va mériter son maillot Azzurro. Et Galkuk donne tout, hein. On a bien compris, il y a un choix délibéré ici. Sacrifice de Galkuk au profit d'Attila Walter, en espérant faire craquer les autres protagonistes. On aperçoit Latour et Dumoulin qui sont encore bien présents, Bilbao, Fabron. On a là les hommes forts, en fait. Il y a Lopez également qui est dans la roue d'Higuita. On a tous les hommes forts de ce Giro. Et allez, attaque de Walter, avec Higuita dans la roue, Lopez également. Contre-attaque de Higuita, non, qui se rassoit. Et là, je me dis, c'est maintenant, non? Oh, Bilbao l'a compris. Bilbao a compris que c'était là qu'il fallait contrer. Il y a également Matteo Fabro qui s'en est occupé. Et là, pourquoi s'arrêter dans la roue? On va essayer d'aller glaner cette étape-là en contrant la contre-attaque de Bilbao. Attila Walter en effort curseur ici pour essayer d'aller prendre ce qui serait notre première victoire d'étape. Ce serait très très important. Attention, ça va revenir très très fort, regardez. Mais Walter va quand même conserver son avantage. Victoire Gazprom sur ce Giro. Et c'est un événement en soi. Bilbao deuxième, c'est ça? Oui. Bilbao deuxième. Herrada troisième. On a bien compris que l'écart n'est pas grand. Par contre, il y a les 10 secondes de bonif. Kuk ne subit pas énorme au classement général. C'est plutôt une bonne opération pour le classement général, cette étape. Une très bonne opération. Après, on voit Dumoulin aux fraises, Mas aux fraises. C'est très étonnant. Je me demande s'ils sont bien préparés ou pas. Donc là, j'ai vraiment, à ce moment-là, des interrogations sur le degré de préparation, en fait, hein, du team Jumbo-Visma, qui avait l'air en bonne forme pour le contre-la-montre par équipe, et qui finalement s'effondre dès lors que la route s'élève. Donc je suis assez surpris par cela. Victoire de Walter, rapproché au général, il n'est plus qu'à 44 secondes de Sergio Higuita, et c'est pas fini, regardez, on va encore
Regardez ce qui peut se passer sur l'étape 9. Bormio-Bergamo. Donc là, on est eh bien oui, sur des routes qu'on connaît bien. Pour tous les amoureux du Tour de Lombardie, par exemple, on n'est pas très très loin de toutes ces routes-là, même si les difficultés ne sont pas les mêmes, loin s'en faut. Et cette étape ne s'annonce pas nécessairement comme une étape décisive pour le classement général. On va avoir comme ça une petite ascension en début d'étape. Ça donne envie d'envoyer Rodionov. Voilà, allez. On va essayer quand même de faire la guerre à Tvetkov, à Guerrero, et essayer d'aller comme ça glaner des points. Alors c'est vrai qu'on a les mecs qui nous bloquent, mais allez, on continue. Rodionov est capable d'aller prendre des points. Alors on va essayer de s'y atteler. 32 points ici, là, c'est une très très bonne opération. Pour essayer de se placer dans le classement de la montagne. Voilà, ici, vous apercevez que Matvei Rodionov, n'est pas très très loin de Guerrero et de Tvetkov. Il y a peut-être quelque chose à faire, en fait. Et par contre, aller se taper toute la fin d'étape tout seul, je ne le crois pas. Je ne crois pas ça très raisonnable. Il va donc être beaucoup plus sage de se relever. Regardez. Sinon, de toute façon, Rodionov va dans 20 bornes, il est aux abois, il en peut plus. Et après, il se fait avaler par le peloton. Donc, autant qu'à faire, on est sage, on attend, on se cale dans la roue de Cuc, on se ravitaille. Ça veut plus rouler, hein, vous avez vu. Ça veut plus rouler du tout. Il reste tout de même une petite difficulté avant l'arrivée. Il y aurait notamment peut-être des points à aller chercher pour le classement de la montagne. Rodionov s'est bien reconstitué, vous voyez. Il s'est pas mal reconstitué. C'est bien de ne pas être allé à fond pour lui bouffer toute son énergie. Et on va essayer de s'appuyer sur ça pour peut-être tenter quelque chose en cette fin d'étape. Allez, c'est parti mon grand. Rodionov à l'attaque. Marco Forever. Sur la route, fait penser à cette jolie victoire de Pogačar cet après-midi pour moi sur Tirreno, donc samedi 12 mars sur une ascension qui était chère au grand Marco. Rodionov est parti et pas grand monde n'a réagi. C'est incroyable mais vrai. Et là, c'est du grand PCM, ce genre de truc. Franchement, allez m'expliquer que des équipes qui sont à la chasse pour des victoires d'étape, ou que même le dénommé Tvetkov ou Guerrero ne prennent pas comme ça tout de suite la roue de Rodionov au moment où il attaque, pour essayer d'aller au moins l'accompagner, lui contester des points, voire même se jouer comme ça en baroudeur une victoire d'étape. Ouais, je suis circonspect. Alors qu'on voit que ça bute un peu derrière en plus au niveau de la poursuite. Heureusement, il va y avoir des alpécines là qui vont sonner un petit peu la charge et ça va revenir très très fort. Regardez. Oui, c'était une étape qui pour moi était clairement pour lui. Regardez qui va arriver deuxième. Qui va arriver deuxième ici? Bah oui, Davide Ballerini. Honnêtement, elle était pour lui. Vous faites ce que vous voulez. Ou pour Jacobsen, éventuellement, oui, c'est sûr, on peut tout envisager. Mais il est chez DSM dans la partie, c'est rigolo. Mais je sais pas, un sprinter qui passe un petit peu, même Trentin aurait pu faire coup double. Mais non, on se retrouve ici avec un manque de réaction dont aura profité Rodionov pour aller se chercher une étape. Alors donc il y aura eu un beau Paris-Nice et puis désormais il y a un Giro qu'il commence un petit peu à marquer de son empreinte. Donc un coureur fort intéressant, ce petit Rodionov. Surtout je vous dis là il semble qu'il y ait du potentiel en plus sur le garçon. On n'est pas sur un feu de paille, c'est pas comme quand alors attention, je ne vais pas mal m'exprimer, mais
quand sur le Giro précédent, l'année d'avant, Alessandro Covi était allé chercher l'Azzurro, honnêtement, ouais, c'était bien. Une victoire d'étape aussi, qui était notre seule victoire. Enfin bref, on était vraiment... c'était la lutte, hein, c'était très difficile. Ou presque la seule, en tout cas. C'était très bien, mais Covi n'a pas vraiment le potentiel en montagne de Rodionov. Et de la même manière, quand avec Nekrasov, je sauve ma Vuelta, toujours l'année 2022, donc qui a précédé dans la carrière, on allant chercher comme ça une victoire d'étape au bout du bout, de l'échapper vraiment à l'arrache totale, ben c'est pareil, Nekrasov, ça ne deviendra jamais le coureur que peut devenir Rodionov. Donc on est... ouais, il y a une petite histoire derrière tout ça qui peut être rigolote. Vous avez vu, cette étape nous fait penser à du Milano-Torino, et notamment avec l'ascension de Superga, là, qui arrive quasiment tout de suite, dans laquelle on va durcir également. Par contre, la deuxième ascension n'est pas la même, donc c'est pas... on retrouve pas le schéma de Milano-Torino, qui en plus, le plus souvent, a une arrivée au sommet. Allez, Kostin, Mikheyev, Marchenko, Tiberi, Rodionov, etc. On a compris. Ça muscle les débats du côté de Gazprom. Allez, Mikheyev, Marchenko, merci. Vous avez bien bossé, les gars. Tiberi, maintenant. Tiberi est une machine, hein, j'adore. Hein. C'est exceptionnel. Hein. C'est une version light du type de coureur très fort en contre-la-montre, mais quand même relativement polyvalent, que toute équipe de cyclisme peut rêver de posséder. Et notamment sur PCM. Donc voilà, c'est une version un peu allégée de, je sais pas moi, peut-être pas Cavagna, parce qu'il est plus grimpeur Tiberi que ne peut l'être Cavagna, mais voilà, c'est une version un petit peu miniaturisée, très miniaturisée de Ganna en version low cost. Voilà, je fais du Ganna low cost avec Tiberi. Allez, c'est parti. Attila Valter allume une mèche ici. Et qui va suivre ? Dites-le moi. Matteo Fabro semble juste derrière. Voilà. Très belle résistance. Et Peyo Bilbao qui sort. Il est bon, Bilbao. Il me plaît. Il me plaît bien. Par contre, derrière, ça bouge pas une oreille. Bourman. Voilà. Mais pourquoi Higuita ne bouge pas ? Je vous le dis, hein, c'est qu'en fait, ces équipiers... c'est là qu'on touche les limites des équipiers d'Higuita sur ce Giro. Il n'y a pas de doute là-dessus. Hein. Higuita est peut-être très fort, mais il n'est pas suffisamment bien entouré. Et sur ce type de moment de course, on le voit particulièrement bien. Alors là, évidemment, Peyo Bilbao, qui a fait une descente somptueuse, va reprendre Valter, qui était un peu à court d'énergie, je l'avoue bien. Et attention, ça va être dur au sprint. Ça va être dur d'aller en prendre une deuxième. Pour Attila Valter, regardez, voilà, il est pris par Bilbao. Mais quelque part, regardez, la consolation, elle est évidente. Gain de temps. Tiens, Ballerini qui a sprinté, Merlier aussi. Gain de temps évident pour Valter sur ce coup-là. Et très probable rapproché au classement général vis-à-vis d'Higuita, lequel semble avoir un peu buté, sinon physiquement au moins... tactiquement sur cette étape-là, le petit coup dur pour Higuita, qui laisse sortir comme ça des rivaux au général et rapproché. Regardez, on est à égalité de temps. Fabro et Bilbao en ont profité également pour se rapprocher. Il y a une arrivée en France, me semble-t-il, sur cette étape 11 qui va suivre. Allez, peut-être l'occasion d'essayer de frapper un grand coup. Higuita encore une fois favori, ainsi que Lopez. Il y en a un qu'on voit pas beaucoup, je trouve, c'est Sivakov. Alors au niveau du général, il a été fortement impacté par le très mauvais contre-la-montre d'Ineos Grenadier sur ce début de Giro là. Et en revanche, alors qu'on voit que l'étape promet avec le Finestré, après on ira à Sestrière et puis il y aura la Sauce Doule. Je pense que donc, ouais, Sivakov, on pourrait peut-être le voir
en 3e semaine, mais là on le voit pas. C'est dommage parce qu'il faisait partie sur le papier des principaux concurrents de Walter. Allez, c'est parti pour une grande offensive. Encore une fois, signé Rodionov. Matvei Rodionov qui a vraiment des jambes de feu sur ces étapes centrales du Giro. Il va sortir comme ça, puisque IF1 en plus me laisse sortir. En même temps, ont-ils les moyens de commencer à rouler sur Rodionov qui ne représente aucun danger? Bah non, c'est pas la logique cycliste. Tu laisses partir. Laisse partir. Guerrero semble en souffrance, l'actuel porteur du maillot Azzurro pour quelques points. Et Rodionov ne va pas tarder à l'avaler. Voilà, ça va être chose faite. Revenir bientôt après avoir dépassé Nietzsche. Revenir sur Guerrero qu'on aperçoit là, on l'aperçoit. Donc la petite remontada de Rodionov qui est sorti dans un deuxième temps se passe plutôt pas mal. Allez, on dépose le portugais. On est dans la partie chemin de terre du Finestre. On continue à remonter. Après, est-ce qu'on va arriver jusqu'à la tête? Je sais pas, parce que vous avez vu, il reste plus beaucoup de barres à ce moment-là, mais les mecs devant ne sont vraiment pas au mieux. Ouais, mais Rodionov, quand même, il s'est consommé. Il s'est tapé toute la remontée. Il est parti dans un deuxième temps. C'était pas mal, c'était ambitieux. Allez, on va essayer de coller à l'avant. Bon, devant, il y a Yon Izagirre qui est un AG2R Citroën, là, dans la partie. Dąbrowski et Karl Friedrich Hagen. Voilà, Rodionov va faire les points de 4, ici, au sommet du Finestré. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, parce qu'ils sont... il y a une possibilité de regroupement à 4 coureurs. Et ça va permettre à Rodionov, qui a déjà virtuellement pris le maillot Azzurro, de se rapprocher de l'homme de tête. Aussi fort soit-il, Yon Izagirre aura du mal à résister à 4 hommes qui roulent derrière. Surtout que, regardez, le peloton a relativement laissé filer. Alors, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour qu'éventuellement cette échappée aille au bout pour une fois. Ça y est, regroupement en tête. Rodionov, Izagirre, Hagen, Thomas de Gent et Joey Dąbrowski. Et là, il va falloir faire attention parce que l'IA est capable de nous planter des démarrages dans ces cas-là. Je surveille, je me méfie. Effort, relais, pas trop important pour ne surtout pas fatiguer le type. Là, on sprint juste parce qu'on veut prendre quelques points. Mais on voit que Yon Izagirre nous l'a fait. Le sprint, très très bien. Hein. De toute façon, il reste tellement de points à distribuer que là, il y a une vraie logique à ce qu'il le fasse. Rodionov, Izagirre, De Gent sont en tête. Est-ce que ça va revenir derrière? Probablement plus à ce stade-là. Et là, on est dans le final. Ça plante des attaques. Izagirre est très fort. Il me fait relativement peur. Alors il faut résister. Et là, regardez, il y a peut-être une opportunité à saisir. Et si on y allait? Allez hop, on va voir la réaction d'Izagirre. Parce que pour ce qui est de Karl Friedrich Hagen, ça a l'air terminé évidemment. Le mec était en cinématique de défaillance. Mais là par contre, Rodionov peut creuser sur Izagirre qui a été surpris ou peut-être dans l'incapacité de suivre dans un premier temps. Allez, il faut faire un effort maximal. En tout cas, en rapport avec ce qui peut rester comme énergie. Et Rodionov va s'imposer. Voilà une vraie belle victoire pour Matvei Rodionov. Un petit peu plus jolie que celle de voleur de poule qu'on avait eu un petit peu plus tôt dans l'étape. Je préfère nettement celle-là. Elle est beaucoup plus propre. Elle est plus fidèle aussi à une certaine morale cycliste. Et puis pourquoi est-ce que j'avais choisi cette option? J'ai oublié de le dire, mais... Et oui, Walter était dans un mauvais jour et tout ce que j'espérais, c'est ce qui se passe là. C'est que les favoris ne s'attaquent pas sur cette étape-là pour que la mauvaise forme du jour relative, quand tu as plus 3 prévisionnels et que tu te prends plus 1, j'appelle ça un bad trip. Donc que la mauvaise forme de Walter ne l'impacte pas
pour la suite de ce Giro. Tout s'est passé comme prévu, non-agression entre favoris, et l'échappée qui va au bout avec du grand Rodionov. Tout va bien. Et on va donc regarder le classement général avant d'attaquer la dernière étape que je propose dans cet épisode, c'est l'étape 12. Étape 12 que Higuita et Walter attaquent, eh bien écoutez, à égalité, tout simplement. Briançon, Borgo, San Dalmazzo. Donc là, on est sur une étape qui va distribuer un paquet de points pour le maillot de la montagne, qui va aussi être un véritable cauchemar pour les non-grimpeurs. Allez, Rodionov, porteur du maillot, ça part pas mal en échappée. Écoutez, je me dis, il a l'air d'avoir des bonnes jambes. Alors pourquoi se priver? Il repart. On a une légitimité à sortir en plus avec lui. C'est la défense du maillot Azzurro désormais. L'écart n'est pas grand avec les concurrents, hein, donc rien n'est fait. Par contre, cette étape peut être déterminante pour le classement du maillot Azzurro. Donc Rodionov en lutte avec Padoun. Attention, faire gaffe à Padoun. Hein. Marc Padoun est vraiment un sacré client. Kemna, Denis... Ouais, il y a quand même du monde. Il faut se méfier. Oui, Marc Padoun, il a bien évolué. En plus, c'est un coureur que j'aime vraiment bien. Souvenez-vous, là, sur le Dauphiné, je crois que c'est l'an dernier. Hein. Dauphiné, l'an dernier, il avait crevé l'écran. Il avait été, mais somptueux. Marc Padoun est quelqu'un que j'ai failli recruter, en plus. Dans cette partie, si j'avais eu les moyens, je l'aurais pris. C'est juste que j'ai été excessivement limité financièrement et que déjà là, je suis en dépassement de budget avec le recrutement de Walter et les salaires que je dois assumer par rapport au budget qui est quand même peu évolutif. Hein. S'il y a un fail au niveau, allez, je dirais même dans la conception de la manière dont les équipes on va dire de Conti Pro peuvent évoluer, c'est bien visible au niveau de l'évolution potentielle du budget. Il me semble qu'une équipe qui performe aussi bien que ce que nous faisons là avec Gazprom devrait pouvoir aspirer, alors qu'on voit que ça s'attaque copieux là. C'est le moment où il faut pas lâcher. Il faut pas lâcher du tout. Kemna peut nous aider à revenir sur Padoun. Hein. Padoun vraiment n'a pas envie de s'encombrer de Rodionov et Kemna, cela semble évident. Et il faudrait en fait que les budgets soient un petit peu plus évolutifs. Parce que évidemment, vous pouvez éditer tout ce que vous voulez. Moi je m'y refuse. Je trouve que si j'édite un budget qui même serait en conséquence avec les performances de l'équipe, ce serait quelque part un peu triché. J'aurais envie que ça vienne du jeu, je vous l'avoue. Je voudrais que ça vienne du jeu en lui-même. Attention, ce que je dis là est valable. Par exemple, imaginez, vous prenez Euskatel, Euskadi, puis vous arrivez à faire des miracles. Euskatel, Euskadi, ils ont un budget de base potentiel qui est quand même supérieur à celui de Gazprom. Hein, mais il y a des Conti Pro qui sont assez évolutives. Puis il y en a d'autres qui ne le sont pas énormément. Alors qu'on parle quand même... désolé, je tourne pas autour du pot. Hein, je reparle de choses qui sont interdites actuellement, mais je suis désolé, mais Gazprom, il me semble pas que ce soit une entreprise qui est en train de compter ses centimes, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. C'est une entreprise florissante. Vous regardez la Ligue des Champions, là, enfin évidemment, c'était jusqu'à il y a pas longtemps. Regardez la Ligue des Champions, vous avez des panneaux Gazprom de partout. Hein. Donc, il vient un moment... ce sponsor-là en particulier, alors maintenant évidemment la donne est modifiée, mais ce sponsor-là en particulier pourrait avoir une forme d'évolutivité qui est supérieure à celle qu'on a là. Bon, je ferme la parenthèse. C'est un aspect du jeu que j'aimerais bien voir développer, mais pourquoi pas. Mais ça pourrait en plus être fait facilement dans le menu de création de partie, où vous auriez des options qu'on vous demanderait de cocher. Vous demanderez si vous voulez qu'il y ait une évolutivité ou pas. Vous voyez, c'est très facile. Je pense pas que ce soit très difficile à développer, toutes ces choses-là, en fait. Plutôt que de devoir aller chercher tout le temps du modding, etc. Ce qui est toujours assez regrettable.
Parce que c'est quand même quelque chose qui tue l'expérience de jeu pour la majorité des joueurs. S'il faut commencer à aller chercher tout le temps des modifications, phase PCM, tout ça, ça marche pour les mordus tels que nous sommes, pour le plus grand nombre, très certainement d'entre vous. Mais comment est-ce que vous voulez envisager la démocratisation d'un jeu qui est déjà dans une niche, hein, c'est vraiment une niche, le PCM dans le marché du jeu vidéo, si vous ne faites pas des efforts de développement pour une optimisation du confort de l'utilisateur et pour qu'il puisse avoir plus d'options. Enfin, c'est... Encore une fois, je m'attends pas à monts et merveilles en juin 2022, je vous le dis de suite. Et pourtant, ce serait tellement beau. Allez, c'est parti, on se remet sur la course. Donc, cette échappée fonctionne, hein. Kemna, oh là là, il faut réagir. Cette échappée fonctionne bien, hein. Kemna, Rodionov, Padoun. Allez, c'est les points pour Rodionov, énorme. Très bonne opération ici, regardez. Ah bon, on va voir le classement un petit peu plus loin, parce qu'il faut qu'il y ait d'autres coureurs qui passent. Voilà, Rodionov bâtit une solide avance. Là, ça commence à être déterminant ce qui se passe là. Avec les 3 premières ascensions, il y a déjà eu beaucoup de points distribués. Rodionov en a pris pas mal. Donc c'est très bonne voie, très très bonne voie. Il reste plus qu'à espérer tenir le coup dans l'ascension qui suit, s'économiser, et puis voir aussi ce que ça peut donner derrière, parce que Walter à plus 3, n'y aurait-il pas peut-être quelque chose à faire? Galkuk, par contre, lui, hérite de mauvaise forme, je trouve, hein, ces dernières étapes-là. J'ai trouvé que globalement, entre 5 et 12, pour quelqu'un qui est sous pic de forme, c'était pas terrible, hein. Honnêtement, il a pas été... je trouve pas avoir été récompensé tellement de ma planif, mais bon, peu importe, on s'en fout, on a l'habitude. Novikov passe à l'offensive, vous l'avez donc compris. Qu'est-ce que je vais chercher à faire dans cette très longue ascension? On va peut-être essayer de revenir. Pas pour le seul but de gâcher l'échappée, non. C'est surtout parce que je me dis qu'il y a peut-être, encore une fois, quelque chose à provoquer vis-à-vis d'Higita. Hein. Donc, allez, on y va. Après Marchenko, Kostin, Mikheyev et Novikov, c'est désormais Tiberi qui fait l'effort. Tiberi avec Galkuk dans la roue, et là, obligé, on se rabat. Allez mon grand, tu vas attendre, parce que il y aurait bien sûr, il y a la victoire d'étape qui peut nous tendre les bras, hein, mais il y a peut-être mieux. Hein, donc j'hésite à ce moment-là, je me dis mince, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu attends avec Rodionov, qui t'a gâché un petit peu le scénario de l'étape? Faut ravitailler tout le monde aussi, les pauvres, hein, ils sont tous éparpillés dans la nature. Galkuk, vous voyez, je suis en effort mesuré. C'est un effort qui vise à éliminer des gens, mais c'est pas un effort qui peut nécessairement éliminer des cadors. Encore que, regardez, incroyable mais vrai, Higita qui craque sur cette étape 12. Faut dire qu'il était esselé depuis un bon moment. Hein. Il y avait plus d'IF1 avec lui depuis assez longtemps. On a même Fabro qui craque, Sivakov qui craque. C'est rassurant. Ça prouve que c'est pas juste un craquage signé Higita, c'est un craquage assez généralisé. Il n'y a que Mas, Bourman, Bilbao, Lopez qui semblent être... Il y avait aussi Juan Denis, parce que Juan Denis est aussi un groupe AMA FDJ, c'est ça qui est rigolo. Rodionov s'est mis la misère pour arriver à prendre encore les 32 points au sommet. Par contre, derrière, je crois que il va falloir attendre. Hein. Il va falloir attendre. Parce que sous l'impulsion de l'offensive là de Bourman, Mas notamment, et Bilbao, mais Bilbao semble, juste derrière, il est avec Kuk. Sous cette impulsion-là, finalement, il y a eu gros rapproché par rapport aux hommes de tête qui, eux, étaient vraiment à l'agonie. Hein. Donc, tentative de Walter. Et oui, on va pas se priver, on a un très bon descendeur. Le coup de la descente où on attaque, il fallait le faire. Hein. Oh, Padoun, le pauvre, qui avait chuté. Ça se regroupe, voyez-vous. Ça se regroupe, ou Padoun avait-il attendu son coéquipier Bilbao?
Et je penche en fait plus pour cette théorie-là. Donc là, vous voyez, je suis encore en hésitation. Je me dis, non mais, tu attends ou tu n'attends pas? Et d'un autre côté, avec encore 28 bornes, je me dis, mais laisse partir Kamna. Laisse partir Kemna. Il y a aucun intérêt, en fait, à ce que Walter consomme la moindre énergie pour rien. Ah bah zut, c'était le moment où il y avait Kuk qui revenait. Tiens, bah j'aurais pu rester avec Kemna. Non, c'est pas grave. L'alliance Kuk-Rodionov est exceptionnelle pour Walter à ce stade de la course. Avoir deux très bons équipiers, c'est une nouvelle exceptionnelle. Rodionov, allez, on ne s'affole pas, car Buchmann, Maas ont placé de très très belles attaques. On voit que Lopez également est en belle situation. Mais après que Rodionov ait tout donné, Kuk le fait à son tour. Et on a peut-être quelque chose de très très beau à suivre pour Attila Walter. Bon, évidemment, Higuita a disparu des écrans. Le pauvre. Il doit être assez loin derrière. Allez, essayons d'en profiter. Maas et Bilbao qui s'accrochent dans la roue de Walter qui... Allez, on va essayer de gérer la fin là. Parce qu'ils ont du mal à nous reprendre, apparemment. Ah si, Buchmann, très très belle impulsion de Buchmann qui permet à Maas, Bilbao, Lopez de rentrer. C'est la bataille. Lopez était même sorti juste après. Et on va pas se gêner pour attaquer maintenant dans la descente, car Walter doit ici refaire un petit peu de son retard. Voilà, ça y est. Lopez est repris et dans la foulée, on va essayer d'attaquer. Allez, un petit peu à la Nibali, même si les deux physiques des coureurs n'ont pas grand-chose à voir, et leur historique et leurs caractéristiques propres, peut-être pas réellement non plus. Si Walter a cette note-là, c'est qu'il a été estimé la mériter. On va donc tenter l'aventure solitaire en cette fin d'étape, suite à s'être échappé dans la descente. Le Hongrois Attila Walter va-t-il résister au retour de Buchmann, Lopez, Bilbao, Maas? On a en tout cas les hommes très très forts de ce Giro, outre Higuita, voire Kuk, mais Kuk s'est sacrifié, et donc il fallait bien le faire. Victoire pour Attila Walter et maillot rose. Après, attention, ils revenaient bien, Bilbao, Lopez. Ils sont très très performants. Mais Walter aura tenu bon. Kuk vient se prendre une petite place ou nette, histoire de rester top 5 ou top 10. On verra bien. De toute façon, c'est pas un vrai objectif. Marc Padoun aura aussi marqué cette étape de son empreinte. Ça aurait été magnifique. Thomas de Gent, Kemna, les rescapés de l'échappée auront été aussi bien présents. Denis en équipier modèle de Lopez. Fabro, un petit peu décevant. Rodionov qui s'est relevé après avoir pris énormément de points. Sivakov et Latour, de grosses déceptions ici sur cette étape. Higuita qui en termine. Waouh! Il y aura eu un sacré ménage sur cette étape 12. Attila Walter. Et donc, allez, le nouveau leader de ce Giro. Reste à voir l'écart. Il faut voir quel est l'écart maintenant pour Walter. Allez, 2,35 sur Bilbao, 4,15 sur Buchmann, 6 minutes et plus sur Lopez, Higuita et Maas. Fabro qui ferme le top 10 avec Herrada et Thomas de Gent. Ok, on a compris. C'est bien parti. Rodionov a une belle avance pour le classement de la montagne. Classement par points, à la limite, il y a encore pas mal de choses qui peuvent se jouer. À noter la belle place de Bilbao. Pour le classement du meilleur jeune, bon là, évidemment, nous on a une équipe qui est quasiment intégralement U25, donc c'est logique. C'est logique. Voilà ce qui reste, avec notamment des étapes exceptionnelles ici, avec arrivée au Blockhaus, à Grande Sasso, une remuante en 19, un contre-la-montre en 20, et une étape peut-être quand même un peu plus calme, en guise de 21e. Je vous souhaite à tous la paix
et l'harmonie. Et puis surtout l'amour du sport. Voilà, et le partage de la passion. Je vous dis à très très bientôt. Portez-vous bien.